Burkina participe au 3e forum Afrique-Singapour qui s'est ouvert aujourd'hui même. Les hommes d'affaires d'Afrique et de Singapour échangent sur les opportunités et les perspectives de partenariat entre l'Asie et l'Afrique. Le FESPACO à l'honneur du Festival d'Angoulême, de nombreux films burkinabés ont été projetés, de même que les mythiques étalons sacrés au fil de l'histoire du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Amadou Traoré Balaké n'est plus, il s'en est allé à l'âge de 70 ans après 40 ans de carrière dans la musique. Sur ce plateau, Bouré Madjiga, journaliste culturel à la RTB, pour nous parler de l'homme, de sa musique et de l'héritage que nous lègue Balaké. Bienvenue aux 20h, merci de votre fidélité. Tout d'abord, les hommes d'Afrique et de Singapour échangent sur les opportunités d'affaires et de perspectives de partenariat entre l'Asie et l'Afrique. Le 3e forum des affaires Afrique-Singapour se tient cette année dans un contexte de croissance économique appréciable pour les pays africains, pendant que les pays du sud-est asiatique sont à la recherche de débouchés pour leur économie. Des accords bilatéraux de partenariat ont été signés. Le point avec Arsène Kafando et Idrissa Siri. Plus de 500 chefs d'entreprise du continent ont répondu présents au 3e forum des affaires Afrique-Singapour. Le Burkina Faso, dans la continuité de la visite officielle effectuée par le président du Faso à Singapour en avril dernier, visite au cours de laquelle il a travaillé à ce qu'il y ait un accord de promotion des investissements entre les deux pays, marque sa présence par une forte délégation conduite par le Premier ministre. Plateforme de promotion de l'investissement, du commerce et du leadership entre l'Afrique et l'Asie, ce forum économique offre un cadre idéal aux hommes d'affaires pour nouer des partenariats fructueux. Conference is really focusing and trying to concentrate on those opportunities. We see a lot of opportunities in. Cette conférence se focalise sur les opportunités mutuelles, les secteurs de l'agroalimentaire, l'énergie, l'électronique, l'industrie manufacturière. Il y a le secteur du pétrole et du gaz. De nouvelles mines sont découvertes au Ghana, au Nigeria, en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Mozambique, à Mombasa. Il y a l'Afrique du Sud. C'est une région importante avec laquelle Singapour peut partager son expérience. Un autre secteur, c'est celui des transports et de la logistique. Dans ce domaine, l'Afrique a un important défi à relever en ce qui concerne les ports et les aéroports. Avec un marché d'à peine 5 millions de consommateurs, Singapour est un petit pays moderne qui a bâti son développement sur la valorisation du capital humain et des services. Il faut remarquer que Singapour, c'est un pays qui n'a pas de richesse naturelle, mais qui a bâti son développement sur l'intelligence, sur la formation professionnelle, la formation universitaire. Je pense déjà que pour le Burkina Faso, ça peut être un modèle de transfert sur ce que nous devons mettre l'accent sur la formation des jeunes. Surtout la formation universitaire, ce n'est pas négligé. La formation professionnelle et technique est très importante, un savoir-faire, mais aussi il faut développer, comme l'a dit le vice-premier ministre en charge de l'économie et des finances, c'est-à-dire quelle est la plus-value qu'il faut apporter chaque fois dans un domaine donné. Moment fort du sommet, les autorités singapouriennes ont signé 3 accords. Un accord de promotion et de protection des investissements avec le Burkina Faso sous la présidence du Premier ministre, un deuxième avec la Côte d'Ivoire et un 3e avec le Zimbabwe. Avant Singapour, le Premier ministre était au Festival du film de francophone d'Angoulême qui a tenu sa 7e édition du 22 au 26 août dernier. Il y avait cette année 10 films en compétition, des projections en salle, en plein air, mais aussi des séances de projection et d'animation. Le Burkina Faso et le FESPACO étaient à l'honneur de ce rendez-vous du film francophone. Reportage Yacouba Gamene et Marguerite Douagneau. On connaissait le festival de la bande dessinée d'Angoulême, le festival de musique d'Angoulême, mais depuis 2008, le festival du film francophone d'Angoulême s'est taillé une réputation et fait de la petite ville définitivement culturelle du sud-ouest de la France un rendez-vous incontournable du cinéma francophone. Si fait que l'on n'hésite pas à dire de ce festival qu'il sert de baromètre pour le 7e art francophone avant Cannes. Le Burkina Faso et son FESPACO à l'honneur à la 7e édition de ce rendez-vous cinématographique, c'est un hommage qui ne laisse pas insensible le chef de gouvernement burkinabé.
Et nous sommes vraiment heureux que ce festival qui chaque année choisit de mettre le focus soit sur un pays ou soit sur un événement francophone ait parié sur le Burkina Faso comme un pays qui fait non seulement la promotion du cinéma francophone, mais c'est aussi un pays vraiment engagé dans la francophonie. Et cet honneur, nous l'avons ressenti à travers les différentes personnes que nous avons rencontrées et qui ne cessent vraiment d'avoir une admiration pour notre pays, pour les efforts qui sont faits en matière de développement, en matière de promotion culturelle. Pour les promoteurs du festival, le Burkina Faso à l'honneur cette année, c'est un témoignage d'une reconnaissance pour le mérite du FESPACO qui porte le cinéma africain depuis plus de 45 ans. Mais c'est aussi la marque d'une affection particulière pour le pays des hommes intègres, pour son engagement en faveur de la culture. J'ai eu la chance de venir 3 fois au Burkina Faso, au FESPACO, et j'ai, en plus du pays que j'adore, la preuve c'est qu'on s'était déjà rencontrés, je trouve que de faire le festival FESPACO, pour moi, c'est comme le Cannes de l'Afrique. Dire que ça m'a permis de voir des grands films, des grands cinéastes, et que ça soit vraiment le miroir de tout ce qui se passe en Afrique. Et puis, je trouvais ça intéressant de rendre un hommage au Burkina, parce que dans 6 mois, il y aura la nouvelle édition du FESPACO. Pour cette édition du FFA, une dizaine de films étaient en compétition. Également au programme, des projections en salle et en plein air. Et bien sûr, le Burkina Faso en guest star. Le Burkina Faso a à l'occasion revisité son répertoire pour proposer au public d'Angoulême quelques-uns de ses plus grands classiques qui ont fait connaître le cinéma africain à travers le monde. Yaba, Tilaï, Boudiam ou encore La Nuit de la Vérité. De nombreux films burkinabés ont été projetés à Angoulême, de même que les différents étalons de Yenenga sacrés au fil des éditions du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'occasion était ainsi donnée au public de découvrir le cinéma africain francophone. La Nuit de la Vérité de Fanta Regina Nakro a ouvert les projections d'hommage aux productions africaines. Yacouba Gamene et Marguerite Douagno. La Nuit de la Vérité de Fanta Regina Nakro est à l'affiche ce 23 août 2014 au cinéma de la Cité à Angoulême. Dans la salle Lalou, il n'y a plus de place assise, mais dehors, la foule se bouscule toujours. La réalisatrice ne cache pas son émotion. Plus de 10 ans après la sortie de son film, voir l'engouement qu'il suscite ici fait chaud au cœur. Et de voir aussi la génération du public à l'intérieur, je trouve qu'il y a un engouement pour notre cinéma et j'espère que c'est un engouement qui va perdurer. Et c'est vrai qu'on a toujours pensé que les petits festivals comme ça draineraient du public dans les salles quand nos films sortiraient, mais malheureusement ce n'était pas trop le cas. Mais j'espère qu'avec ce festival de la francophonie, ça va donner une espèce de curiosité de la diversité de nos cinémas. Pour honorer le Burkina Faso et son FESPACO, le choix s'est porté sur des films de fort belle facture que le public d'Angoulême n'a pas boudé. Tilaï, Pégase ou encore La Nuit de la Vérité. Le FESPACO, au fil des éditions, a acquis une notoriété au plan mondial, mais il n'empêche qu'il peut y avoir toujours quelque chose à prendre dans un festival comme celui-ci. C'est une occasion pour les deux festivals, le FESPACO et celui d'Angoulême, de nouer donc des relations de coopération, puisque Angoulême se positionne comme un festival francophone, de films francophones. C'est vrai, le FESPACO est un festival panafricain donc, qui est un espace où on a à la fois des films francophones, lusophones, anglophones, mais vous savez très bien que l'aspect francophone est très important au niveau du FESPACO. Donc de ce point de vue, sur ce segment-là, il y a certainement des expériences à partager. Et sur ce segment également, ces deux festivals peuvent être des espaces d'une meilleure exposition de cette cinématographie qui a sa particularité, comme vous le savez, parmi lesquelles il y a le fait que c'est du cinéma d'auteur, que c'est un cinéma qui est parfois menacé par les grosses industries cinématographiques, notamment nord-américaines. Le Burkina Faso, sous les projecteurs, les artistes ont joué leur partition pour que la fête soit belle. C'est Irène Tassambedo qui s'est chargée du spectacle d'ouverture et de clôture. Il faut dire que la grande dame de la danse contemporaine burkinabé connaît un rayon sur le cinéma français et francophone et à Angoulême, elle retrouve ses marques.
Restons dans l'univers de la culture pour évoquer cette triste nouvelle qui affecte le monde de la musique. Amadou Traoré Balaké s'en est allé à l'âge de 70 ans. Après 40 ans de carrière musicale, il a fait danser des générations avec Abidjan Taximan, Assetou Barkonon, Mousso, Yamba. Il a été membre du mythique groupe Africando. Brema Djiga est sur ce plateau. Dites-nous qui était réellement l'homme Balaké, d'où tirait-il ces histoires, ces rythmes qui nous faisaient danser, mais également Marie. Oui, merci à Dima David Chombiano. Salut à tous les téléspectateurs de la RTB Télévision. Amadou Balaké Traoré est arrivé dans la musique suite à un accident de travail, mais c'était d'abord un mélomane qui aimait beaucoup la musique, et surtout à l'époque, c'était donc les Goumbé qui officiaient en lieu et place des orchestres. Il a donc intégré des groupes de Goumbé, mais comme il avait cette volonté inébranlable d'embrasser la carrière musicale, il n'a pas hésité à aller en aventure, et il s'est donc rendu en Guinée, et c'était dans cette Guinée sécouturienne, permettez-moi l'expression, qui en la matière donc était une référence sur le continent africain, avec des groupes artistiques comme les ballets africains, mais également le mythique orchestre Bembe Jazz National. Amadou Balaké est revenu enrichi de cette formation musicale, et donc a intégré des formations, a souvent participé à l'animation, bien sûr, orchestrale de la capitale, très activement d'ailleurs, créer donc des groupes comme les consuls du Don Camillo. Et puis bon, à côté, il y avait une carrière solo qui aussi se développait, jusqu'à ce qu'il y ait eu effectivement cette chance qui lui a été offerte par un grand producteur au niveau de la Côte d'Ivoire, à savoir Aboudou Lassisi, où il a pu sortir donc ce 33 tours à succès donc intitulé Taximan, et le titre donc Taximan, mais qu'on dit donc Abidjan Taximan, vous en avez parlé tout de suite, qui lui a valu donc le disque d'or en 1982 en Côte d'Ivoire, qu'il a reçu d'ailleurs des mains du ministre de l'information à l'époque, Laurent Donan Fologo. Il n'est pas seulement qu'un artiste du passé, il est en phase avec les générations actuelles. On a vu ses dernières productions, mais également avec sa prestation avec le groupe Africando. Oui, tout à fait. Déjà, son genre musical oscillait entre la rumba mandingue et la salsa, l'une étant voisine d'ailleurs de l'autre. La salsa qui est une musique très complète d'abord, et ensuite une musique qui transcende les générations, qui traverse les frontières. Il avait donc toutes les chances de son côté, et je pense qu'on retiendra de Balaké le fait qu'il faisait partie de ce trio de choc des grands salseros africains, à savoir un trio constitué du sénégalo-gambien Laba Sossé, du béninois Jonas Pedro, et puis bien sûr il y avait lui, Amadou Balaké Traoré. Alors on retiendrait également deux grandes tournées, et il faut le dire, des tournées vraiment au sens professionnel du terme, avec des tourneurs, et des tournées sur 4 continents, dans une cinquantaine de pays. En 1980, avec le grand musicien cubain Monguito, qu'il a choisi parmi de nombreux artistes musiciens. Il a préféré Amadou Balaké pour cette tournée mondiale. Et plus tard, en 2003, juste à côté, c'était avec le groupe Africando qu'il a effectué une autre tournée dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et un peu de l'Amérique. Donc on retient en tout cas quelqu'un qui nous a ramené aussi ce disque d'or arraché en Côte d'Ivoire en 1982. Même de nos jours, obtenir qu'un musicien burkinabé arrache un disque d'or en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile, imaginez-vous. En 1982, c'était un exploit qui a touché plus d'un Burkinabé, et on était vraiment fiers de Amadou Balaké, qui nous rappelait qu'on
on devrait être fier effectivement de notre pays, que ce soit lorsqu'il s'appelait Haute-Volta ou actuel Burkina Faso. Pour tous ceux qui voudraient donc rendre hommage à cette grande voix de la musique burkinabé, est-ce qu'on peut avoir une idée du programme des obsèques de façon succincte? Oui, de façon succincte, Amadou Balaké sera inhumé dimanche prochain, en fin de semaine, donc à 10h au cimetière de Gounguin. Auparavant, les artistes musiciens, ses pairs, ont décidé de lui rendre un hommage particulier à leur manière, à travers donc une soirée culturelle qui aura lieu la veille, c'est-à-dire le samedi, du côté donc du Sénaza. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. Merci bien, Bourema Djiga, pour votre disponibilité et tous ces éclairages sur la vie de l'artiste. Sur le terrain politique, le Front républicain explique aux autorités coutumières et religieuses le sens de l'appel de Gawa, son attachement à la paix, au dialogue et aux valeurs de la République. Cette coalition, cette alliance du pouvoir et de l'opposition était reçue à Fada par Sa Majesté Koupiendili, roi du Goulmo. Lambert Soma, reportage. Le 19 juillet dernier, les partis politiques membres du Front républicain lançaient ce qu'il convient d'appeler l'appel de Gawa. Afin d'expliquer cette idée aux autorités coutumières, le Front républicain a initié cette campagne de communication, d'où la présente visite à Sa Majesté Koupiendili, roi du Goulmo. Et le message était le suivant. S'il n'y a pas la paix, toutes les actions de développement sont rendues impossibles dans leur conduite. C'est pour cela que pour aller vers la paix, il faut que l'on puisse dialoguer, que toutes les sensibilités de notre pays puissent dialoguer. Mais il était aussi important qu'au-delà de l'appel que nous avons lancé à Gawa pour renouer les fils du dialogue, que nous puissions expliquer cette position-là, expliquer nos objectifs, qui nous sommes, quelle est notre ambition à toutes les autorités coutumières et religieuses. C'est dans une ambiance détendue que les échanges se sont passés et le roi du Goulmo d'apprécier cette initiative du Front républicain. Nous avons échangé, pas pour donner des solutions, mais pour donner une orientation à ce qui peut être entrepris pour qu'il n'y ait pas, disons, de la casse dans ce pays qui n'en a pas besoin, parce que une fois qu'on casse, c'est difficile de recoller les morceaux. Donc nous souhaitons que toutes les pistes soient explorées afin qu'à aucun moment nous n'ayons une surprise désagréable dans nos foyers ou sur le territoire national. De l'avis des membres de la délégation, d'autres rencontres seront organisées pour faire passer ce message de consolidation de la paix à tous les Burkinabés. Au Conseil supérieur de la communication, les conseillers sortants reçoivent la reconnaissance de la nation pour 6 ans d'investissement personnel et collectif dans la mission de régulation des médias. Il y avait parmi les récipiendaires l'ambassadeur de Taïwan. Son pays est un grand partenaire de l'institution CC. Il a été fait commandeur. Adama Koulibaly. Commandeur de l'ordre du mérite des arts des lettres de la communication pour la présidente et officier pour les uns et chevalier pour les autres, les membres du collège des conseillers du CSC, le Conseil supérieur de la communication en fin de mandat, ont été décorés ce 27 août. Et cette distinction traduit sans doute le sentiment d'avoir accompli une mission importante. C'est devenu une tradition au Conseil supérieur de la communication d'exprimer cette reconnaissance honorifique aux conseillers sortants. Il se trouve que cette fois-ci, c'est tout le collège qui part en même temps. Donc, tous les 12 conseillers ont été donc décorés ce matin en remerciement et en félicitations aussi pour les résultats auxquels nous sommes parvenus. C'est la reconnaissance d'un travail qui a été fourni pendant 5 ans au CSC. Et nous ne pouvons que remercier les autorités d'avoir pensé à ce que nous avons pu faire. Je pense aussi que nous avons contribué un peu à asseoir un peu la régulation dans notre pays. Ça n'a pas été facile, on n'a pas parfois été compris, mais nous pensons avoir pris les bonnes décisions.
Si l'appui de la République de Chine-Taïwan au Burkina dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou encore de la formation professionnelle est plus connu, le secteur de l'information et de la communication n'est pas en reste. D'où cette reconnaissance aux diplomates de l'île de Formose. Au niveau de la communication, notre pays a accompagné le CSC depuis 3 ans. Et je crois que le CSC c'est une organisation très importante, incontournable et indispensable pour la régulation de la communication et des médias. Pour moi et tous les collaborateurs de l'ambassade, on est très contents. Aujourd'hui, on peut offrir par cette décoration et ça veut dire que c'est aussi une confirmation pour notre travail. La désignation du futur président devrait lancer le mandat du nouveau collège du CSC, dont les membres sont déjà connus. En attendant, on peut donc dire au revoir à l'équipe de Tanti Béa. Tulinabo Mouchengi était cet après-midi à la télévision du Burkina. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a visité les studios des salles de montage au plateau de production du journal télévisé. Il a pu apprécier le travail de production et de gestion et d'archivage des programmes. Un partenariat avec la RTB serait en vue. Zalissa Sanfo. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal télévisé du 15h30. C'est une édition spéciale présentée par un présentateur atypique. Et cette édition n'a duré que le temps d'une visite de courtoisie. Il y avait longtemps, l'ambassadeur américain envisageait découvrir le fonctionnement de la chaîne au cœur des grands événements. Aujourd'hui, c'est chose faite. Avec les explications des premiers responsables de la télé, il découvre ici le processus de collecte, de traitement et de diffusion de l'information et aussi de la réalisation des émissions. Ce qui est très important, c'est que ça me donne une idée claire de ce que la RTB est, du fonctionnement de la RTB. Et franchement, je suis très satisfait. Et nous sommes très contents de l'accompagnement et de la collaboration que nous avons excellente collaboration que nous avons entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique et la RTB. Une visite de courtoisie au cours de laquelle le représentant du pays de l'oncle Sam a sympathisé, encouragé et félicité les hommes et les femmes qui travaillent ici 24 heures sur 24 à offrir le meilleur de la télé aux téléspectateurs. Il est venu nous donner un peu à entendre de ce que l'ambassade et les États-Unis pensent du travail que fait la télévision. Un travail qui a été apprécié parce que sur le plan du traitement de l'information, il a dit sa satisfaction par rapport à ce que nous faisons et nous a encouragé à poursuivre dans ce sens parce que nous sommes dans un climat où il suffit d'un dérapage et on a des soucis. Mais je crois que jusqu'à présent, le traitement que nous faisons de l'information sur le plan national, il a dit sa satisfaction, il a même échangé avec, je crois, des structures et des institutions qui travaillent dans le domaine de l'information, qui ont reconnu que la télévision aujourd'hui traite mieux l'information et traite bien l'information. Et je crois que c'est tout à l'honneur du personnel de la télévision. À l'issue de sa visite, Tulinabo Mouchengi s'est dit satisfait et n'exclut pas une possible collaboration entre la RTB et d'autres chaînes américaines. À partir du 30 novembre 2014, tous les numéros du téléphone fixe débuteront par 2. Ainsi, l'indicatif 50 devient le 25, le 40 devient le 24 et le 20 qui reste inchangé. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a donné des explications sur le bien fondé de cette opération de dénumération. Reportage Abdul Rasmane Zongo. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, procédera à une dénumérotation partielle du réseau de téléphonie fixe. À partir du 30 novembre 2014, l'indicatif 50 de la zone du centre devient le 25, le 40 des zones du nord et de l'est devient le 24 et l'indicatif 20 de la zone de l'ouest reste inchangé. C'est la principale information de cette rencontre avec les hommes des médias ici au siège de l'ARCEP. Le mercredi 23 juillet 2014, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la programmation de la dénumérotation d'une partie du réseau fixe de l'ONATEL. Cette opération est programmée pour répondre à une disposition de la loi 61/2008 AN portant réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso. En effet,
Le réaménagement du plan de numérotation s'impose pour nous permettre à l'autorité de régulation de créer de nouveaux espaces pour les opérateurs mobiles qui sont de grands consommateurs de numéros téléphoniques. La dénumérotation ou changement de numéro concernera environ 120 000 abonnés fixes. Cette dénumérotation permettra à l'ARCEP de rendre disponibles environ 20 millions de numéros que les opérateurs pourront naturellement utiliser en fonction de leurs besoins. L'ARCEP dispose de 2 mois pour sensibiliser, informer et préparer les différents abonnés à cette nouvelle donne. Une modification des numéros qui intervient après un autre changement opéré lors du passage des 6 chiffres à 8 chiffres, c'était en avril 2004. À Waiguya, on veut résister à l'avancée du désert qui frappe aux portes. Quelques arbres ont été ajoutés à la nature pour assurer la protection de la cité de Nabakango. Le reboisement organisé par la mairie s'est déroulé dans la forêt de Gourga, située au secteur 15 de la commune Korotimi Kagone. Au total, 570 plants composés de baobab, de néré, d'eucalyptus et bien d'autres espèces recommandées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable sont mises en terre dans la forêt communale de Waiguya, encore appelée la forêt de Gourga. Le maire, les agents de la mairie et la population de Gourga ont participé massivement à cette séance de plantation d'arbres. Ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer aussi notre écosystème, c'est de planter des arbres, mais de planter utiles. Et nous avons donc décidé de faire des plantations souvent dans la ville, à des endroits où nous pouvons procéder à l'entretien de ces plantes. La forêt de Gourga s'étend sur une superficie de 63 hectares. Ces plants viennent reverdir cette forêt. Notre commune est en train de monter un projet pour l'entretien de la forêt communale que nous allons soumettre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous espérons avoir un accompagnement et un financement pour nous permettre vraiment de faire vivre cette forêt. Ce bosquet existe depuis 2009 et ce reboisement vient renforcer le couvert végétal pour le bonheur des populations de Waiguya et ses environnants. La campagne cotonnière a connu un début difficile dans la zone de Ndorola. Du coup, les ambitions en termes de production sont revues à la baisse. On attendait 30 000 hectares de superficie emblavée. Finalement, ce sont 25 000 hectares qui sont mis en exploitation. Une délégation de la Sofitex est allée constater l'évolution du cotonnier dans les champs. Reportage Christine Koulibaly. Kokoro, dans ce village à forte production cotonnière du département de Kourouma et sur cette parcelle de l'un des plus gros producteurs, les cotonniers sont au stade de floraison-capsulaison avec une physionomie qui séduit plus d'un visiteur. Non loin de là, à une vingtaine de kilomètres, c'est le même constat. Un constat qui fait oublier un début de campagne difficile lié à une pluviométrie capricieuse réduisant de près de 5000 hectares les superficies emblavées. Le début de la campagne a été très difficile, mais maintenant ça va et nous sommes fiers de la physionomie. Si la pluie ne nous lâche pas en cours de route, nous espérons récolter 150 tonnes de coton et même plus. Si les champs présentent une telle physionomie, c'est parce que nous utilisons la fumure organique. Nous en fabriquons et nous en achetons aussi pour soutenir les engrais minéraux. Si c'était les engrais minéraux seulement, le plan n'allait pas avoir une telle physionomie. Mais ce qui distingue ces producteurs, c'est leur grande maîtrise des techniques culturelles couplée de leur esprit d'anticipation. Ils suivent les recommandations techniques que nous vulgarisons, notamment l'utilisation de la fumée organique, où réellement les motorisés ils s'amusent pas avec. Ça veut dire qu'en saison sèche, les producteurs ne dorment pas. Ils travaillent beaucoup en saison sèche pour amender leurs champs. Et aussi en hivernage, ils mettent tous les paquets nécessaires, à savoir l'ingénierie technique vraiment recommandée et bien appliquée. Et M. Bazier d'appeler les autres producteurs à mettre l'accent sur l'utilisation de fumure organique à côté des engrais minéraux. Ce qui leur permettra non seulement d'optimiser les rendements, mais aussi et surtout de préserver les sols.
Il est constaté une utilisation abusive des pesticides qui pourrait nuire à l'environnement et à la vie. Elle est cause de la disparition ou de la diminution notoire des crapauds et des espèces qui pullulaient en saison hivernale. Les responsables régionaux de l'environnement, de l'eau, de l'élevage, de l'agriculture se concertent à Manga. Ils ont été sensibilisés sur les dispositions en rapport avec la réglementation en matière d'utilisation des produits chimiques. Ismaël Diloma Sirima. Ce champ qui a jauni témoigne que les produits chimiques, s'ils ne sont pas bien utilisés, causent beaucoup de désastres à l'environnement. À ce titre, cet atelier qui est la première d'une série et qui doit s'étendre dans les 13 régions du Burkina se veut un cadre pour expliquer de façon minutieuse les différentes réglementations en matière d'utilisation des produits chimiques. Notre pays a souscrit à plusieurs conventions, entre autres la convention du CILS sur la gestion des pesticides. Nous avons la convention de Rotterdam, la convention de Bâle, également notre pays a souscrit. Et dernièrement, en 2012, nous avons également la directive de la CEDEAO sur la gestion et l'utilisation des pesticides. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 70 000 types de produits chimiques sont vendus dans le monde et leur utilisation abusive entraîne de nombreux inconvénients pour l'écosystème. L'utilisation des pesticides n'est pas une fin en soi et tout le monde voit aujourd'hui un certain nombre d'espèces animales qui sont en train de disparaître lentement de notre environnement sans que nous nous rendions compte. Et les crapauds, aujourd'hui, on en voit très rarement dans notre environnement. On a des mortalités massives de poissons, d'animaux, d'élevage liés à l'empoisonnement de nos points d'eau. Dans le but de réduire au maximum l'utilisation des pesticides dangereux pour l'environnement, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire envisage toucher directement les producteurs pour les amener à utiliser les produits homologués. Comme quoi, remplir son grenier, c'est bien, mais produire sain en respectant la nature doit être un impératif. Des avancées sont constatées dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'ONG Helen Keller International et l'USAID ainsi que le ministère de la Santé ont célébré le milliardième traitement de ces maladies. Mais il reste encore des défis à relever pour venir à bout de ces maladies. Claudine Bikaba. Les maladies tropicales négligées semblent occuper une place de choix du côté du peuple américain et les pays touchés par ces maladies. Le Burkina Faso est le 7e pays le plus touché et sur les 17 dénombrés comme maladie tropicale négligée ou MTN en anglais, 16 sévissent au Burkina. C'est dire donc que le pays des hommes intègres a fort à faire dans ce domaine. Il est soutenu dans sa lutte par les États-Unis à travers l'ONG Helen Keller avec l'appui financier de l'USAID et ce 26 août est célébré à Ouagadougou le milliardième traitement des MTN. Nous avons bénéficié d'un appui de l'USAID depuis 2011 qui nous permet d'appuyer les traitements de masse qui sont mis en œuvre de façon annuelle dans le pays, dans les districts endémiques à certaines de ces maladies. Des résultats ont été atteints qui sont extrêmement encourageants. Comme le président Obama l'a dit, le développement de l'Afrique dépend de leur peuple. Et quand on parle de peuple, on parle d'un peuple sain. Et quand on parle des maladies, alors on doit essayer de faire tout ce que nous pouvons faire pour appuyer le gouvernement burkinabé pour lutter contre les maladies et surtout les maladies appelées négligées. Le ministre de la Santé a salué l'effort du peuple américain dont la contribution pour l'élimination de ces maladies s'élève à 1 milliard de francs CFA et les invite à soutenir davantage le Burkina pour leur éradication. Il était tout à fait indiqué que à l'occasion du milliardième traitement, nous puissions le célébrer au Burkina ici pour rappeler que ces maladies tropicales négligées existent et pour rappeler aussi que le gouvernement, avec la collaboration de ses partenaires et notamment avec le gouvernement américain, veille à apporter une solution aux malades qui souffrent de ces maladies dites tropicales négligées. Les résultats sont réconfortants, ont souligné toutes les 3 personnalités qui se sont exprimées ici, mais ils ont aussi reconnu qu'il ne faudrait pas baisser la garde pour que le travail abattu jusque-là ne soit anéanti et qu'il ne faille reprendre à zéro.
La propriété, c'est la première assurance santé et à tous les niveaux, cela devrait être bien compris. Mais hélas, certains marchés offrent un spectacle plutôt désolant. La faute à tout le monde, du commerçant qui n'entretient pas bien les alentours de ces étalages, les usagers qui jettent les déchets partout, mais également les gestionnaires qui n'ont pas pourvu des poubelles à tous les niveaux. Nos reporters ont fait le tour de quelques marchés pour faire le constat. Les images qu'ils ont ramenées peuvent vous couper l'appétit si vous êtes à table. Bouma Ernest Nebié. La propriété est mère de tout, dit-on souvent. Cet adage n'est pas la chose la mieux partagée dans certains marchés et yards de la ville de Ouagadougou. Ici, nous sommes au marché du quartier Larlé. De la bouillie et du déguet se vendent dans ces conditions. Des légumes étalés à même le sol, à la merci de la poussière et des mouches. Dans ce marché dénommé marché du 15, situé dans le quartier Padoua, votre attention est vite captée par cette farine du maïs étalée à proximité d'une poubelle. Des immondices qui ne sont pas sans effet néfaste sur cette farine. Selon les vendeuses, c'est une activité commerciale qui marche bien. Elles affirment mener cette activité commerciale depuis fort longtemps. À la question de savoir les raisons de l'étalage de leurs marchandises au cœur de ce tas d'immondices, la réponse est la suivante: nous ne disposons pas d'autre lieu. Ici, c'est un restaurant en face d'une flaque d'eau sale. L'on mange en dépit des odeurs nauséabondes de cette retenue d'eau. Ces flaques d'eau aussi favorables au pullulement des moustiques et des grenouilles, on en trouve dans plusieurs endroits du marché. Un marché dont l'accès est difficile en temps de pluie. Si la pluie tombe, en tout cas il y a beaucoup de boue. On ne sait pas comment on va marcher pour rentrer au marché. Il n'y a même pas un fossé qui peut que si la pluie tombe, pour arriver au marché, c'est problème. L'eau là, ça s'arrête. Il n'y a pas lieu même que tu peux rentrer au marché. Et que dire de l'hygiène dans ce marché de Galinassé, encore appelé Coursia, ou marché de Nemné? Si à cet endroit précis, le poulet vivant est vendu dans des conditions hygiéniques acceptables, cela n'est pas le cas dans les lieux où sa viande est vendue. Ici, nous sommes dans une boucherie de Galinassé située au cœur du marché. À ce lieu difficile de parler d'hygiène, un endroit toujours humide, un mélange d'eau sale et du sang des poulets tués, des plumes partout. Des poulets plumés sont à la merci des mouches. Le contenu de leur abdomen versé par terre. Même constat dans cet endroit situé derrière le marché. Ces poulets posés dans ce lieu insalubre sont en attente d'être plumés. Ils ont d'abord été trempés dans cette eau. De l'eau sale partout rendait ainsi cette partie de la rue impraticable. L'odeur nauséabonde de l'endroit dérange énormément les riverains qui disent rester impuissants face à cette boucherie insalubre installée à leur porte. Nous respirons ici tous les jours les odeurs du lieu. Ça nous rend malades. J'ai ici même un malade dans la maison. Nous avons plusieurs fois attiré leur attention, mais ils ne nous écoutent pas. Nous ne savons plus quoi faire. Selon les agents de la santé, ces endroits insalubres sont source de maladies de toutes sortes. Pour cela, l'hygiène est recommandée dans tous les lieux de commerce. C'est à ce prix que l'on peut se protéger contre ces maladies. Les femmes du Sud-Ouest reçoivent leur part de technologie pour moderniser les productions et accroître les performances de leurs activités génératrices de revenus. La remise officielle de ces dotations inscrites au programme spécial de création d'emplois s'est déroulée à la Maison de la Femme. Christophe Da. Des moulins, des décortiqueuses de noix de karité, des unités de production de savon, des métiers à tisser et autres technologies de production et de transformation. C'est un don du gouvernement aux associations et groupements féminins du Sud-Ouest en réponse à leur demande de soutien dans le cadre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois 2013. Je suis particulièrement contente parce que enfin, nous avons répondu à leurs demandes et je sais que elles vont utiliser là, ça va leur permettre de renouer encore avec leurs activités et de produire plus, de vendre plus et d'engranger beaucoup de bénéfices.
Si l'écart entre l'offre et la demande semble considérable, le plus important aux yeux des autorités, c'est l'utilisation à bon escient de l'acquis. Pourvu que le peu de femmes qui ont bénéficié de technologies puissent utiliser à bon escient et qu'on voit les preuves. C'est une première et il faudrait effectivement que ces femmes-là puissent montrer qu'elles sont à la hauteur des attentes pour encourager aussi par la suite le gouvernement à faire plus d'efforts pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de femmes. Les bénéficiaires ont été exhortés à travailler à rembourser les technologies afin de donner la chance à d'autres femmes, le montant du remboursement étant égal à la moitié de la valeur de la technologie acquise. Le PRCF, c'est un projet qui porte une ambition, renforcer les capacités des organisations paysannes dans le Houé et les Balais pour impulser le développement de coopératives agricoles. Le projet est doté d'un fonds de 500 millions de francs CFA pour 3 années d'intervention. Après un an de mise en œuvre, les acteurs tirent un bilan et des leçons pour la suite. Reportage Francis Tien. Après plus d'une année d'activité, les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités de la FECOPOA ont décidé de jeter un regard rétrospectif sur leur parcours à mi-chemin. Cette session, il faut dire, elle est très capitale. Nous sommes actuellement à un moment très important du projet, un an avant ça, avant la fin du projet. Donc de nouvelles orientations pour donner de redoubler de vitesse. Durant 2 jours, les participants analyseront le rapport d'activité du projet à mi-parcours. Ils se pencheront également sur le rapport financier du premier semestre de l'année. J'attends que les membres du comité de pilotage examinent justement les documents qui leur seront soumis, faire des propositions concrètes pour permettre à l'équipe du projet de mieux travailler. Projet à vocation agricole, le PRCF intervient dans 2 provinces, à savoir les Balais et le Houé. Malgré son démarrage tardif, son bilan est jugé satisfaisant et c'est même l'optimisme du côté des partenaires du projet. L'optimisme est permis parce que l'essentiel c'est quoi? C'est que les acteurs à la base eux-mêmes arrivent à maîtriser le processus de leur propre développement. Et je crois que nous sommes en train d'assister à cette étape-là aujourd'hui. De nouvelles orientations sont attendues de cette première session afin d'impulser un nouveau dynamisme au projet avant sa fin prévue pour le 31 mai 2015. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée.